FC Potage, trop de crimes, Mr. White te guide dans l'esprit des monstres, là où tout se décide. Série de meurtres, dossier classé, le mal caché va tout révéler. Zodiac trace ses signes dans le sang. BTK joue son jeu terrifiant. Mafia silencieuse, balle en plomb. Kuklinski glace chaque nom. FC Potage, trop de crimes, Mr. White te guide dans l'esprit des monstres, là où tout se décide. Série de meurtres, dossier classé, le mal caché va tout révéler. Jusqu'en White, jusqu'en l'ombre. Bienvenue dans l'ombre. J'ai dans l'ombre. Dans la nuit noire, les ombres s'agitent. Des tueurs rôdent leur âme maudite. Salut à tous les accros du vrai crime, c'est Mr. White. Et merci d'être encore là, branché sur FC Podcast True Crime. Aujourd'hui, on va vraiment descendre tout en bas de l'échelle sociale, tout en bas de la justice. On va aller là où l'enfermement est censé être la punition ultime. Mais où en fait, pour certains, c'est juste un nouveau terrain de jeu, un échiquier sanglant. On va parler d'un nom qui, rien que de le prononcer, file des frissons à n'importe quel gardien de prison aux États-Unis. La fraternité Aryan. L'Aryan Brotherhood, en anglais, l'AB. The Brand. Appelez-les comme vous voulez, le résultat est le même. Le chaos, la violence, la mort. Quand on pense gang de prison, souvent on imagine des types baraqués, tatoués, qui font des bagarres dans la cour. Oui, mais la fraternité aryenne, c'est un cran au-dessus. C'est une organisation criminelle, sophistiquée dans sa brutalité, capable d'opérer à une échelle dingue, et le plus fou dans tout ça, c'est qu'ils font tout ça depuis l'intérieur des prisons. Comment c'est possible ? On va décortiquer ça. On va voir d'où ils sortent, ces types. Il faut remonter dans le temps, là où tout a commencé pour eux. Les prisons californiennes, milieu des années 60, l'ambiance est tendue. Pour faire simple, c'est la guerre des gangs raciaux. Vous avez des groupes afro-américains qui s'organisent, des groupes hispaniques, la Mexican Mafia par exemple. D'ailleurs, il y aura un épisode sur la Mexican Mafia, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et au milieu de tout ça, les détenus blancs. Beaucoup sont isolés, pas forcément affiliés à quoi que ce soit et ils se sentent vulnérables. Ils se font racketter, agresser. C'est la loi de la jungle, puissance 1000, concentrée dans quelques mètres carrés. Et là, une idée germe dans quelques esprits, notamment à San Quentin, une prison légendaire pour sa dureté. On va se regrouper, se protéger, former une marque, une fraternité. Au début, c'était ça, une réaction de survie. Il se faisait appeler The Brand, la marque, ou parfois, avec un petit côté théâtral, le Diamond Tooth Gang. Parce que certains avaient des incrustations sur les dents. Mais vous savez, dans un environnement comme la prison, la protection, c'est un concept qui glisse très vite vers le pouvoir. Quand vous êtes capable d'empêcher qu'on vous marche dessus, vous réalisez très vite que vous êtes aussi capable de marcher sur les autres. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ce groupe de protection va très rapidement voir le potentiel énorme de contrôler les rackets à l'intérieur des murs. La contrebande, les cigarettes et les jeux. Et surtout la drogue. Le trafic de stupéfiants en prison, c'est un marché énorme. Et pour le contrôler, il faut une chose par-dessus tout, la force, la brutalité. C'est là que la fraternité aryenne prend sa forme définitive, celle d'une organisation criminelle impitoyable. Pour s'assurer une loyauté absolue, une discipline de fer. Ils ont instauré la règle fondamentale, celle qui fait leur réputation, blood in, blood out. Blood in, pour entrer, il faut verser du sang, pour prouver que tu es digne, que tu es prêt à tout pour le gang, et le test ultime, le plus commun, le plus valorisé, c'est de commettre un meurtre pour le compte de l'Aryan Brotherhood. Tuer un rival, tuer un détenu qui pose problème, parfois juste tuer quelqu'un désigné au hasard pour marquer le territoire et envoyer un message. Imaginez l'entretien d'embauche, quoi.
C'est ça qui soude un groupe dans leur logique tordue. Une complicité dans l'horreur. Blood out, et une fois que tu es in, tu n'en sors que les pieds devant. La seule façon de quitter l'Aryan Brotherhood, c'est la mort. Si tu tentes de partir, si tu prends ta retraite, si tu veux juste passer à autre chose, tu es ciblé. Et si par malheur tu as l'idée terrible de coopérer avec la justice, de parler aux flics ou aux gardiens, alors là, ta tête est mise à prix. Pas seulement ta tête à toi en prison, mais potentiellement celle de tes proches dehors. C'est une sentence à vie, une vraie sentence à vie. Et leur symbole, le trèfle irlandais, qui rappelle les origines de certains fondateurs, mais très vite mélangé avec des trucs bien plus sombres. Les lettres AB, les éclairs SS nazis, la croix gammée, le 666 du diable. Ils arborent ça fièrement tatoué sur la peau. Ce ne sont pas juste des dessins, ce sont des déclarations de guerre. À la société, aux autres gangs, à l'autorité. Ce qui est dingue avec l'AB, c'est leur capacité à s'organiser dans un environnement fait justement pour t'isoler. Ils ont développé une structure super efficace pour un gang de prison. Ils ont une sorte de commission, un conseil de leaders, souvent des gars qui sont enfermés dans leurs quartiers les plus sécuritaires, à l'isolement total. Ils sont coupés du monde, mais ils continuent de diriger. Comment ? Par des messagers, des détenus qui ont accès à plusieurs zones, parfois via les visites avec des messages codés, minuscules, cachés parfois tristement via des membres du personnel corrompu. Et aujourd'hui, avec la technologie qui malgré tout arrive à se faufiler, des téléphones portables clandestins. Les ordres descendent du sommet, sont relayés par des généraux ou capitaines dans chaque établissement qui contrôle les soldats. Leur structure est souvent cellulaire. Comme des petites unités indépendantes, un membre ne connaît pas forcément les leaders suprêmes, ni même les membres d'autres cellules. Ça rend les infiltrations quasi impossibles pour la police. Si un gars se fait pincer, il ne peut pas donner grand monde. Et de toute façon, même s'il le voulait, il y a la règle « blood out » qui lui rappelle que sa vie ne vaut plus rien s'il ouvre la bouche. Ils font la loi à l'intérieur, ils décident qui a le droit de vendre quoi, qui a le droit de vivre ou qui doit payer une taxe, une protection. Si tu es un détenu blanc non affilié, tu as tout intérêt à être sous la protection de l'AB. Ce qui veut dire leur payer une partie de ton argent, du commissary ou de tes paquets. Et être à leur disposition si jamais ils ont besoin de bras ou d'un couteau. Sinon, tu es une cible. Pour eux ou pour d'autres qui voudraient te tester. Parler de l'AB, c'est parler de certains individus dont la violence a marqué l'histoire du système carcéral. Thomas Silverstein, Terrible Tom. Ah, lui, ce nom résonne. Un des plus violents. Il a passé, je crois, plus de 40 ans à l'isolement, dans des conditions extrêmes. Pourquoi un tel traitement ? Parce que Silverstein ne reculait devant rien. Il a tué plusieurs détenus, souvent de manière hyper brutale, mais surtout en 1983, il a assassiné de sang-froid un agent correctionnel fédéral, Merle Klutz, dans la prison de Marion, dans l'Illinois. Marion, à l'époque, c'était la prison de très haute sécurité. Un meurtre de gardien par un détenu dans un tel endroit, c'était un tremblement de terre. Ça a montré que l'AB n'avait peur de personne, même pas des autorités armées censées les contrôler. Après ça, Silverstein a vécu enfermé 23 heures sur 24, seul, dans une cellule spécialement conçue pour lui. Le type d'isolement le plus strict qui existe. Il est devenu une légende du crime carcéral, le symbole de la bête qu'on ne peut pas maîtriser. Il est mort en 2019, sans jamais avoir revu la lumière du jour, en dehors de sa cellule. Barry the Baron Mills et Tyler the Slum Bingham, eux, c'est les patrons. Des gars qui étaient, semble-t-il, au sommet de la structure. Ils ont été jugés dans cette immense affaire fédérale de 2002. Imaginez le truc. Le gouvernement américain, via le FBI et les procureurs, monte une opération gigantesque pour démanteler l'AB en tant qu'organisation.
Pas juste en arrêtant des membres isolés, ils ont utilisé la loi RICO, normalement faite pour la mafia classique. L'acte d'accusation faisait froid dans le dos. Mills et Bingham et des dizaines d'autres étaient accusés de racket, d'association de malfaiteurs et surtout d'avoir orchestré 32 meurtres ou tentatives de meurtre depuis leur cellule de haute sécurité. C'est ça qui est fou. Ils étaient enfermés, mais ils continuaient de tuer dehors en donnant des ordres. Condamnés à perpétuité, même si la plupart l'étaient déjà, ça a quand même frappé un grand coup et validé la thèse que l'Aryan Brotherhood est bien une organisation criminelle, pas juste un gang de rue derrière les barreaux. Et il y en a d'autres, des exécuteurs dont les noms sont moins connus du grand public, mais qui ont laissé des marques de sang dans les couloirs des prisons. Des gars qui ont prouvé leur loyauté en tuant sur commande. Leur crime, donc, contrôle du trafic de drogue en prison et via leur réseau dehors. Extorsion des autres détenus, rackets, menaces et bien sûr des meurtres. Des tabassages d'une brutalité inouïe, commandités pour maintenir la discipline, punir une trahison ou envoyer un message à un gang rival ou au gardien. Alors comment ils font pour opérer dehors ? C'est la question. Un gars est enfermé à vie. Comment il peut diriger un trafic de méthamphétamine dans une ville à des milliers de kilomètres ? C'est là que leur réseau entre en jeu. Et les membres qui sont sortis de prison, les moins dangereux, ou ceux qui ont purgé leur peine pour d'autres raisons, ou qui ont réussi à sortir. Les petites amies, les épouses, les associés qui n'ont jamais été incarcérés. Ils forment le bras armé de la fraternité aryenne à l'extérieur. Ils reçoivent les ordres de l'intérieur, gèrent les points de deal, collectent l'argent, s'occupent des problèmes, souvent en recourant à la violence. L'argent remonte vers la prison pour les gars incarcérés, souvent via des dépôts sur leur compte commissary, qui leur permet d'acheter des trucs à la cantine de la prison, ce qui leur donne du pouvoir pour les autres détenus. Ils exercent aussi une pression sur les anciens détenus blancs qui ont été membres ou sous la protection de la fraternité aryenne. On ne quitte pas la fraternité, on lui doit allégeance, même une fois dehors. C'est pour ça que c'est un cercle vicieux terrible. Combattre l'AB, c'est un peu comme essayer de vider l'océan avec une petite cuillère. Les policiers, les agents du FBI, les services correctionnels, ils sont face à un mur. Déjà l'infiltration avec la règle Blood In, Blood Out. Qui va envoyer un agent se faire recruter en commettant un meurtre ? C'est impossible. Ensuite, la source des ordres est souvent en prison. Un gars qui a déjà la perpétuité, qu'est-ce que tu vas lui faire de plus ? L'isoler encore plus ? Ça marche un temps, mais il trouve quand même le moyen de communiquer. Et puis l'intimidation. Les témoins potentiels, qu'ils soient détenus ou extérieurs, savent très bien ce qui arrive à ceux qui parlent. La violence de la fraternité aryenne est légendaire et ils n'hésitent pas à s'en prendre aux familles dehors. Les grandes opérations comme celle de 2002 sont l'exception, pas la règle. Elles demandent des années d'enquête, des moyens colossaux et même quand elles aboutissent, l'AB se régénère. De nouveaux leaders émergent, de nouveaux soldats sont recrutés. Le vivier est là, dans les prisons, alimenté par la peur et la promesse illusoire de sécurité ou de pouvoir. C'est ça qui est fou. Le système les enferme et l'environnement carcéral devient leur terrain de jeu. Ils profitent de ses failles, de sa brutalité, de la masse de détenus pour recruter et opérer. Et attention, malgré les origines raciales, il faut bien comprendre que pour les leaders actuels, c'est d'abord le business. L'idéologie est un outil pour souder les troupes, un prétexte, mais quand il s'agit de faire du fric, la fraternité aryenne a déjà fait affaire avec la mafia mexicaine ou d'autres groupes rivaux. Le profit passe souvent avant. La pureté idéologique, c'est ça, la froide réalité du crime organisé. La fraternité aryenne, c'est un cancer dans le système carcéral américain. Un rappel violent que même les murs les plus épais et les verrous les plus solides ne peuvent pas toujours contenir la volonté de nuire. Surtout quand elle est organisée et impitoyable. D'une bande de gars cherchant la protection, ils sont devenus un gang de prédateurs capables de diriger un réseau criminel depuis le cœur du système censé les neutraliser.
Leur histoire, c'est celle de la survie qui se transforme en domination, de la peur qui engendre la terreur et du sang versé pour la loyauté. C'est du true crime dans sa forme la plus dure, la plus cruelle. Ça se passe derrière les barreaux, mais ça a des conséquences bien au-delà. Voilà une plongée un peu longue, un peu lourde, j'en suis conscient, mais nécessaire pour comprendre l'ampleur du phénomène fraternitarienne. Ce n'est pas fini, ils sont toujours là, une menace constante dans l'ombre des prisons. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de FC Podcast consacré à la fraternité aryenne. Et un des prochains numéros sur le crime organisé sera sur l'Aryan Circle, les rivaux de la fraternité aryenne. Sujet très intéressant aussi. Alors prenez soin de vous et à bientôt.